Nos porte-paroles du jour, d'une part, Mme Caroline Roy, présidente directrice générale du Centre intégré de services sociaux, ensuite, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et par la suite, Dr Nicole Bouchard, médecin conseil en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour. En fait, c'est un plaisir encore une fois de m'adresser à vous aujourd'hui pour un point de presse réellement particulier, puis pour lequel on souhaitait vraiment en faire un objet précis là, au sein d'un des points de presse de notre organisation. C'est concernant la vaccination. La vaccination contre la COVID-19 suscite beaucoup de commentaires, beaucoup de préoccupations, de questions, et c'est tout à fait légitime et comprenable. Puis, on souhaitait réellement pouvoir bien y répondre là, à l'ensemble de la population, puis pouvoir répondre directement à vos questions qui nous sont souvent apportées. Donc, à la fois une information sur la campagne qui se déploie actuellement, mais aussi sur quelques éléments techniques ou scientifiques liés au vaccin qui font l'objet aussi de quelques questions. J'ai pas besoin de vous rappeler que réellement, là, cette campagne-là de vaccination, qui est une campagne de vaccination ciblée pour le moment, parce que vraiment, on a des groupes prioritaires avec des clientèles prioritaires à vacciner en premier. Tout le monde aura son tour, mais on doit le faire dans le bon ordre là, pour s'assurer de bien protéger notre population, aussi la plus vulnérable d'abord. Mais une campagne là, qui fait l'objet d'une priorité d'activité puis de services qu'on offre maintenant à la population. Et ça se fait en grand partenariat et collaboration avec plusieurs partenaires parce qu'éventuellement, ce sera une campagne davantage de masse qui va s'offrir à notre population dans quelques mois en lien avec la COVID-19. Puis à ce moment-là, on va solliciter des vaccinateurs et plusieurs partenaires là, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Notre campagne en région est débutée depuis le 26 décembre, donc va bien. On est vraiment en cheminement là, de cette campagne-là au sein de notre territoire en respect des clientèles visées avec tout un comité technique logistique qui assure le déploiement correctement. Évidemment, des quantités limitées de vaccins, comme on le dit toujours, là, qu'on reçoit. Donc, on s'assure de respecter à ce moment-là l'ensemble des clientèles prioritaires visées et respecter aussi les critères de certains fournisseurs de vaccins qui nous permettent ou pas de déplacer les vaccins selon les critères ou le fournisseur. Donc, on se le rappelle, le vaccin, pour nous, c'est une priorité, mais la priorité, c'est en lien avec la protection de notre population. Chaque personne qui se fait vacciner le fait pour elle-même, mais le fait également pour ses proches, pour l'ensemble de la population. Dans un objectif aussi de protéger notre réseau de la santé, services sociaux, puis maintenir notre fonctionnement là, ici en région aussi au sein de nos différentes installations et services du réseau. Donc, la vaccination, c'est un message d'espoir pour la population. On souhaite que les gens y répondent bien. Puis c'est vraiment notre premier pas vers la reprise d'activité ou de vie un peu plus normale là, dans quelques mois. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole aux autres porte-paroles pour pouvoir présenter les autres éléments du message d'aujourd'hui. Merci, Dr Landry. On vous invite à poursuivre. Oui, bon après-midi tout le monde. Alors, merci Caroline, effectivement, pour introduire le sujet. Effectivement, le but de la vaccination, c'est vraiment de protéger nos personnes vulnérables, de diminuer les décès, les complications et de diminuer la pression sur le système de santé. À la question où en sommes-nous rendus, j'aimerais qu'on projette un petit tableau qui sera toujours en amélioration continue. À date, nous avons atteint un 2% de notre population ciblée. On est comme au niveau de la province du Québec. Donc, dans la première catégorie, ce sont les résidents qui vivent en CHSLD. Là, on va ajouter aussi RI-RTF. Le tableau s'en vient sous peu. Mais actuellement, on a quand même 410 personnes de vaccinées. On sait que la cible au niveau ministériel, c'est d'atteindre, oui, merci pour avoir grossi, c'est d'atteindre au moins 75% de la population comme couverture vaccinale pour avoir une bonne protection. Mais nous, on n'a pas terminé encore. On termine cette semaine dans le territoire de la Sarre et du Témiscamingue et on est quand même déjà rendu à 79% de notre cible qui va augmenter sûrement d'ici vendredi. L'autre priorité, ce sont les travailleurs de la santé selon les annexes 1 à 3. On a plus de 5000 travailleurs. À date, nous avons près
pas tout à fait 2000 personnes de vaccinées. Donc, c'est encore, on est content de cette atteinte-là. On continue. Troisième catégorie sont les résidents vivant en résidence privée, personnes âgées. Nous avons 2316 personnes en Abitibi qui vivent dans ces résidences-là. Et actuellement, nous sommes quand même à 587 personnes de vaccinées. Donc, c'est quand même bon parce que le ministère avait annoncé cette vaccination-là plus pour la semaine du 25 janvier, mais comme vous voyez, on a de l'avance de prix, fait qu'on est tout à fait satisfait de ce taux-là. Maintenant, en ce qui concerne les communautés isolées, ça comprend, vous savez, dans le secteur de la Sarre, région 10, Val-Canton, Val-Paradis, pour eux, la définition, c'est comme une communauté isolée, éloignée. Ils vont recevoir à quelque part dans la semaine du 8 février des doses de Moderna pour vacciner cette population-là. Puis comme c'est toujours nous, comme ils viennent chercher leur service à la SARS, ces gens-là ont toujours été vaccinés par notre équipe à santé publique. Donc, c'est nous qui allons donner les vaccins pour cette population-là. Et ça comprend également les communautés autochtones, population aussi en haut de 18 ans, parce que Moderna, on le donne pour les adultes 18 ans et plus. L'autre catégorie, c'est 80 ans et plus et 70-79 ans. Ce sont les gens qui vivent dans la communauté. Et je vois que dans le tableau, il n'apparaît pas, mais on a vacciné des proches aidants qui étaient auprès des résidents des CHSLD. Je crois qu'on a une quarantaine de vaccinés qui répondaient aux critères 70 ans et plus, qui allaient visiter son proche au moins 3 fois par semaine, etc. Fait que ça, c'est pour le bilan où on en sommes rendus. Maintenant, il y a d'autres priorités. Comme mentionnait Mme Leroy, le tour de tout le monde va arriver en temps opportun. Soyez patients. Je dis le temps d'une grossesse, à peu près 9 mois, 19 mois, je m'attends à ce que tous les résidents qui veulent se faire vacciner pourront avoir leur dose de vaccin tous gratuits, puis ce n'est pas obligatoire en passant. Il y aura des vaccins pour tout le monde. On appelle à la patience. C'est bien sûr, vous savez, le gouvernement du Canada a misé sur l'achat de 7 vaccins, dont 2 sont déjà homologués, puis on a déjà en région Pfizer et Moderna. Par ailleurs, comme je disais la semaine dernière, nous avons, grâce à des prêts de partenaires, je répète, Parmalat et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que je les remercie encore, nous aurons la possibilité d'avoir des ultra-congélateurs dans chacun des territoires. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà installé à Val-d'Or pour recevoir, qui a déjà reçu, c'est hier, on a eu un plateau de Pfizer, donc pour les travailleurs de la santé à Val-d'Or cette semaine. Mais on sait que, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opération va durer sûrement quelques mois. Et c'est sûr que lorsque nous sommes rendus plus dans la campagne de masse, nous ferons appel à la sécurité civile, aux municipalités pour trouver des locaux plus grands, plus accessibles, pour pouvoir vacciner plus de monde en même temps, compte tenu des contraintes que la COVID nous impose de distanciation, etc. Donc, en attendant, il faut quand même continuer, même si on est vacciné, même si certaines personnes sont vaccinées, comme j'expliquais aussi la semaine dernière, il faut toujours continuer à maintenir les consignes sanitaires, distanciation sociale, lavage de mains, port du masque, etc. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, ces vaccins-là. C'est une lueur d'espoir au bout du tunnel et on espère que les vaccins nous seront livrés rondement. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr. Landry. Dr. Bouchard, je vous invite à compléter. Certainement. Bonjour tout le monde. Alors, moi, ce que je voulais aborder, c'était une des principales craintes qui est exprimée par la population à l'égard des vaccins actuellement, qui fait que plusieurs vont hésiter à se faire vacciner. On dit à peu près 25-30% de la population est hésitante actuellement. C'est à cause de la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés.
En effet, ça a pris moins d'1 an avant la première trouvaille concernant ce nouveau virus et qu'on ait obtenu moins d'1 an plus tard déjà des vaccins homologués dans le monde, dont au Canada. Il y a eu une collaboration scientifique internationale extraordinaire. Il y a eu du financement aussi qui était au rendez-vous. Il y a eu des astuces qui ont été appliquées et des risques qui ont été pris par les chercheurs pour aller plus rapidement, mais sans compromettre la sécurité des vaccins. D'ailleurs, l'organisme régulatoire Santé Canada, lorsqu'il fait l'analyse des données des études cliniques de ces vaccins-là, met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ces produits qui vont être administrés à des millions de personnes. Il ne faut pas justement empirer les choses. On veut protéger la santé de la population. Et il faut savoir aussi qu'une fois que ces vaccins sont autorisés, qui sont administrés maintenant à des millions de personnes, on poursuit la surveillance des effets secondaires s'il y a lieu, des choses plus rares qu'on n'aurait pas découvertes dans les études cliniques avant l'homologation du vaccin. Et on vérifie aussi l'efficacité sur le terrain de ces vaccins. Alors, le Dr Landry l'a dit, il y a 7 vaccins qui ont été commandés par le Canada. Jusqu'à maintenant, on en a 2 qui sont autorisés et disponibles ici. Ils arrivent en quantité restreinte, mais on s'attend à ce qu'avec l'homologation de nouveaux produits, il y ait plusieurs autres, il y a des vaccins qui arrivent et qu'on vaccine à ce moment-là d'autres groupes prioritaires que les 6 premiers groupes ciblés dont vous a parlé Dr Landry. On a 2 vaccins à ARN messager à l'heure actuelle qui sont d'excellents vaccins qui apportent une protection de 92 14 jours après la première dose. Pas le jour de la vaccination, mais 14 jours après la vaccination, on voit une protection supérieure à 90 ce qui est très bon. On a une protection de 95 7 jours après qu'on ait administré la deuxième dose. La protection est démontrée contre une infection avec des symptômes. On ne sait pas si le vaccin va protéger contre des infections asymptomatiques. Il faut savoir qu'il y a entre 15 et 30 des infections à la COVID-19 qui sont asymptomatiques. On pense qu'il y a une protection aussi contre les effets sans symptômes, mais on ne le sait pas encore. On ne connaît pas non plus la durée de la protection après la première dose, pas plus qu'on connaît la durée de la protection après la deuxième dose. On a des suivis sur quelques mois, sur 4 mois dans les études cliniques et on continue de surveiller les personnes qui ont reçu le vaccin. C'est une autre raison pour dire qu'il faut continuer de respecter les consignes parce que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés actuellement et on ne sait pas s'il y a une protection contre les infections asymptomatiques. Pour toutes ces raisons-là, on continue d'observer les mesures, le masque, le lavage de mains et la distanciation sociale. Ce n'est que lorsque le virus va avoir beaucoup diminué dans la population et qu'on va avoir une grande proportion de la population vaccinée, qu'on n'aura plus suffisamment de population pour transmettre le virus d'une personne à l'autre, que là, on pourra tranquillement abandonner nos mesures de distanciation sociale et autres. Vous avez entendu parler aussi qu'il y a la deuxième dose de vaccin à ARN messager. C'est un calendrier à 2 doses, le vaccin qui est autorisé actuellement au Canada, et que le Comité sur l'immunisation du Québec a conseillé au ministre et au premier ministre de retarder, pas d'annuler, mais de retarder l'administration de la deuxième dose parce que lorsqu'on a commencé la vaccination, on gardait la moitié des doses en vue de la deuxième dose et on trouvait de plus en plus inacceptable de voir des vaccins dans le congélateur pendant que l'infection circulait beaucoup au sein de la population. Donc, le ministère, le premier ministre ont adhéré à cette recommandation-là de vacciner le plus grand nombre de personnes vulnérables pour rapidement avoir un impact sur ces personnes vaccinées et sur le système de soins aussi. Les vaccins à ARN messager, on les connaît parce qu'ils ont été administrés à plusieurs personnes, des dizaines de milliers de personnes dans les études
cliniques. On connaît les effets indésirables. La grande majorité sont d'intensité légère à modérée et disparaissent en quelques jours. Et ça se manifeste surtout par une douleur au site d'injection. Ça peut être des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fatigue, des frissons, de la fièvre. Et aussi, on va observer parfois des ganglions dans l'aisselle du bras qui a été vacciné. Chose certaine, par contre, le vaccin contre la COVID ne peut pas donner la COVID parce qu'il n'y a aucun des vaccins qui vont être achetés au Canada qui contient le virus, qui soit entier ou tué. Il n'y a que des particules de virus ou d'autres substances pour aider à la protection contre la COVID-19. Il y a un système de surveillance au Canada qui surveille les manifestations cliniques à la suite de la vaccination et au Québec aussi. Toutes les données sont partagées avec le monde aussi pour voir s'il n'y aurait pas un signal qui ne serait pas apparu dans les études cliniques qui regroupent quelques dizaines de milliers de personnes. Peut-être que des effets qui surviennent dans un cas sur 100 000, un cas sur 1 million, pourraient apparaître lorsqu'on donne le vaccin à un très grand nombre de personnes. Alors, ces données-là sont colligées, sont partagées pour voir s'il n'y a pas un signal qui apparaît sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans les études cliniques. Et en plus, au Québec, on a un système de surveillance active, c'est-à-dire que il y a des personnes, un échantillonnage, puis là, c'est quelques milliers de personnes pour chaque nouveau vaccin qui est autorisé, qui vont être contactés et surveillés sur une période de quelques heures, quelques jours, quelques mois à la suite de la vaccination pour voir s'il n'apparaît pas des choses qui n'avaient pas été vues dans les études cliniques. Ça terminerait là-dessus. Je vous répète, comme Dr Landry vous l'a mentionné, des vaccins, il va y en avoir pour tout le monde. Actuellement, on s'attarde au premier groupe prioritaire, mais il va y avoir du vaccin pour tout le monde et il faut être patient surtout et prendre les mesures en attendant que tout le monde soit vacciné. Merci beaucoup, Dr Bouchard. On serait rendu à la période de questions maintenant. Est-ce que certains journalistes ont des questions? Madame Luneau de Radio-Canada, je vous laisse adresser votre question. Bonjour, je voudrais avoir des détails sur les travailleurs de la santé. Vous nous avez donné le nombre, mais on n'avait pas le pourcentage à côté. Comment vous décrivez la réponse des travailleurs de la santé jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse à la vaccination? Puis aussi, il y avait cette fin de semaine des demandes là, à ce que les frais de déplacement soient remboursés pour les travailleurs qui ont à se déplacer pour obtenir la vaccination. Donc, je voulais voir où on en était dans ce dossier-là. Quant au déplacement pour les travailleurs de la santé, je crois ça fait partie des conventions collectives. Ça, c'est déjà bien encadré. Peut-être, Caroline, tu pourras peut-être expliquer les détails si nécessaire. Maintenant, concernant les travailleurs de la santé, pourquoi on n'a pas mis de pourcentage? Parce que pour l'instant, on a mis uniquement les catégories des annexes 1, 2 et 3. Et donc, c'est vraiment les patients qui sont en contact, là. Bon, ça comprend tous les employés des CHSLD, des résidences personnes âgées, ressources intermédiaires, ressources titres familiales. Ça comprend, ça peut aller même à des préposés à l'entretien ménager parce qu'ils circulent dans les chambres, etc. Fait qu'on n'a pas mis, on n'a pas... c'est sûr qu'au fil du temps, on va parfaire nos tableaux, là, mais il faudrait ajouter à ça les médecins en pratique active. C'est pour ça qu'on a, dans un premier temps, là, on ne vous a pas donné des pourcentages. Mais à date, ça répond quand même bien. Ce que les sondages nous disent à travers la province, c'est que 73% des gens acceptent de se faire vacciner. C'est quand même très bien. Il y a des... pour l'instant, c'est une bonne réponse. C'est sûr que le premier plateau de Pfizer est arrivé en plein temps de Noël. Écoutez, puis il y avait du personnel en vacances. On vaccine également les employés qui viennent de la main-d'œuvre indépendante. Fait que c'est tout ça qu'il faut décortiquer, mais pour l'instant, on n'a pas les données précises pour chaque catégorie. Mais ça devrait venir avec des systèmes d'information un petit peu plus performants.
Merci beaucoup. Une seconde question de Madame. Oh, Madame Roy, vous aviez un complément d'information? Oui, ben en fait, c'est concernant les déplacements. Je pourrais préciser, là, parce que je vais juste préciser que au niveau du remboursement ou du même d'un paiement de temps de déplacement pour l'ensemble des travailleurs de notre organisation, c'est prévu et c'est effectué là, dans le contexte de la vaccination actuelle. Par contre, le déplacement entre les différents territoires d'MRC, puisque c'est offert sur une base volontaire là, aux employés qui souhaitent bénéficier d'une vaccination dans un autre territoire, c'est l'objet là, qui n'est pas prévu et qui n'est pas remboursé pour les employés, mais les employés, à partir du moment où ils se voient offrir la vaccination et on souhaite le déployer dans chaque territoire de MRC, les frais de déplacement sont remboursés effectivement. Merci beaucoup. Madame Lily Mercure, une seconde question, s'il vous plaît. Oui, peut-être une question pour la docteure Landry. Donc, le gouvernement provincial a annoncé qu'il allait avoir 25 000 doses de moins du vaccin Pfizer d'ici le 8 février. Donc, je me demandais, est-ce que la région est touchée par ça? Est-ce qu'il va y avoir des doses de moins d'administrer que prévu là, selon votre calendrier? Oui, pour la semaine prochaine, tout à fait. On a reçu même quelques minutes avant le point de presse, comme de quoi, même si c'est l'ensemble du Canada. Pour la semaine prochaine, on devait recevoir un plateau. Je vous ai dit cette semaine, un plateau est arrivé à Val-d'Or. La semaine prochaine, ça devait être à Amos. On faisait le tour de la région et on n'aura pas de plateau pour le 25 janvier. Mais ce que la compagnie Pfizer a dit, qu'il rattraperait les doses, vu qu'ils agrandissent l'usine en Belgique pour une meilleure production, que le nombre de doses au total devrait être livré quand même au Canada d'ici la fin mars. Mais ça, comme je vous dis, on ne peut pas être jamais certain de l'approvisionnement. Là, c'est ce qui est prévu, mais on va suivre ça en temps réel. Merci pour votre question. Merci. Dans la zone de chat, parmi les auditeurs du webinaire, plusieurs demandent si c'est possible d'avoir des précisions concernant quand ils pourront avoir les vaccins, là, que ce soit des gens qui ont des maladies respiratoires, des gens qui ont eu des greffes, du personnel qui travaille en adaptation scolaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir des précisions à cet effet-là? Docteur Bouchard pourra peut-être compléter, mais ce qu'on sait, le plus grand facteur de risque actuellement pour la COVID, les complications, hospitalisation, tout ça, c'est vraiment le facteur, c'est l'âge. Donc, c'est sûr si on a des comorbidités, ça n'aide pas, mais le choix qui a été fait, c'est vraiment d'y aller par catégorie de personnes vivant, CHSLD, RPA, etc. Comme on disait tout à l'heure, les autres classes vont suivre après. L'après, c'est 60 à 69 ans. On sait qu'à ces âges-là, au-delà de ça, il y a beaucoup quand même de personnes qui ont des maladies chroniques. Ça devrait couvrir une bonne partie de la population. Je ne sais pas si Nicole, vous voulez compléter. Je trouve que tu as très bien répondu. C'est effectivement l'âge et le regroupement dans les CHSLD ou dans les résidences pour aînés, privées pour aînés. C'est là qu'on a vu les éclosions, hein, les éclosions qui pouvaient se répandre comme une traînée de poudre en très peu de temps. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est des autres, comme je le mentionnais tantôt, c'est que, ou peut-être pas pendant le point de presse, je m'excuse, c'était peut-être pendant la première, pendant le brefage, mais c'est sûr que ça va dépendre beaucoup, pour ce qui est des autres, ça va dépendre beaucoup de l'arrivage des vaccins, ça va dépendre beaucoup des nouveaux vaccins qui vont s'ajouter aux vaccins qu'on a actuellement, et on a des catégories jusqu'à 10, mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on regroupe des catégories pour pas justement, dans une famille, par exemple, morcelé, il y a un plus de 70 ans, un moins de 70 ans, il y en a un qui est malade, l'autre qui ne l'est pas, qu'on fasse la famille à ce moment-là. Donc, ça va dépendre. Il va falloir vraiment s'ajuster, mais ça, s'ajuster, c'est ce qu'on fait depuis le début de cette pandémie et depuis le début de cette vaccination aussi. Merci. Monsieur Charles Laferrière a une question. Oui, ma question s'adresse pour Mme Roy. On a appris le départ de Mme Landry au titre de DSP. Je veux savoir les raisons de ce départ-là. Est-ce que c'est un renvoi? C'est les raisons de ce départ-là et est-ce qu'on sait la personne qui va la remplacer à ce poste-là? Oui, bon, en fait, c'est une question là, qui est
outre le sujet de la vaccination du jour, mais je vais tout de même y répondre. En fait, c'est Dr Annie Léger qui, effectivement, là, quitte l'organisation, donc va quitter ses fonctions à titre de directrice des services professionnels et enseignement universitaire. Son départ est prévu le 13 février ou dans la semaine là, de cette date-là. Puis, en fait, là, c'est vraiment une réorientation professionnelle que Dr Léger va faire. Là, puis, la transition et le transfert de l'ensemble des dossiers et responsabilités va se faire d'ici cette date. Quant à la personne qui la remplacera à titre de directrice des services professionnels, c'est une information qui est inconnue à ce jour. Évidemment, c'est un poste qui est important là, puis qui va demeurer au sein de l'organisation. Mais le processus au niveau de la sélection d'un tel directeur va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci. Madame Luneau, vous avez une seconde question? Oui, j'aimerais qu'on revienne sur les groupes prioritaires. Vous nous avez expliqué là, que le groupe prioritaire numéro 4 comprenait les communautés autochtones. Je pense que c'est important parce qu'on reçoit beaucoup de questions à ce sujet-là, de rappeler pourquoi les communautés ont été ciblées comme étant un groupe prioritaire. Oui. Oh. Vas-y, Nicole, c'est bon? Oui, OK. Ben, en fait, les communautés isolées, comme les communautés autochtones, ce qui a valu ce qui penche dans la balance, c'est la promiscuité, l'isolement, mais la promiscuité, les facteurs de risque de maladies chroniques et le fait que si jamais il y avait de la COVID à l'intérieur de la communauté ou à l'intérieur de la famille, c'est la difficulté d'isoler les personnes au moment de la COVID. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lise? Non, ça va. Merci. Je poursuivrai avec une question du public. Est-ce que les personnes qui ont des graves allergies ont un risque particulier en lien avec la vaccination contre la COVID-19? Pour ça, je peux répondre. En fait, peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu dire que quand on a commencé à utiliser le vaccin en Europe, il y avait eu quelques cas d'allergie grave. C'est sûr que lorsqu'on vaccine, on s'attend tout le temps, on se prépare tout le temps à la possibilité d'une allergie grave. On va avoir ce qu'il faut pour intervenir sur place parce que les réactions allergiques les plus graves surviennent rapidement. C'est pour ça qu'on va demander aux gens de toujours demeurer 15 minutes sur place après avoir reçu le vaccin. Maintenant, est-ce qu'une personne qui a des allergies à d'autres vaccins, bien, je ne pense pas qu'avec les vaccins qu'on a actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de facteur commun entre les vaccins à ARN messager et d'autres vaccins qui sont utilisés de façon usuelle. Ensuite, la seule contre-indication à l'utilisation des vaccins à ARN messager, c'est d'avoir fait une allergie très grave qu'on appelle une anaphylaxie à un des composants du vaccin. Un des composants du vaccin qu'on connaît, qui peut-être aurait pu être responsable d'allergie en Europe, c'est le polyéthylène glycol, qui est en fait qu'on trouve notamment dans le Laxadé, mais on peut le trouver aussi dans certains cosmétiques. Alors, une personne qui n'a pas d'allergie anaphylactique connue, elle peut recevoir le vaccin. Quelqu'un qui n'a pas d'allergie anaphylactique au Laxadé ou à certains cosmétiques, il n'y a pas de problème à recevoir le vaccin, même si elle a déjà fait des allergies aux noix, aux autres vaccins, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Madame Lily Mercure, est-ce que vous aviez une autre question? Oui, j'ai une autre question. Je me demandais, avec la conférence de presse présentement et puis le briefage technique là, précédemment, on sent là, que vous voulez vraiment là, informer la population au bénéfice de la vaccination. Est-ce que vous allez déployer d'autres efforts supplémentaires à court, moyen, long terme, par exemple, investir dans des campagnes de publicité ou des choses comme ça? En fait, je peux peut-être y aller, puis Dr Landry, si elle souhaite compléter. C'est clair que tout au long de la campagne, vous allez nous entendre, on va réitérer les messages, on va vouloir aussi s'adresser au bon public parce que vous l'avez vu, avec la campagne, là, c'est très évolutif au niveau des clientèles visées. Donc, on va s'assurer que la communication soit fluide.
C'est une campagne qui est portée aussi par la province au grand complet avec le gouvernement. Donc, c'est clair aussi qu'il y aura des messages en ce sens-là qui vont être diffusés à la grandeur du Québec. Mais on va être très présent, puis de façon hebdomadaire, de toute façon, là, vous allez toujours avoir le suivi de l'évolution de notre vaccination en région. C'est important parce que c'est vraiment comme ça qu'on va se protéger puis qu'on va protéger nos proches en région. Et c'est pour ça qu'on y accorde toute la priorité là, pour le moment. Merci. Dr. Landry, souhaitez-vous compléter? Non, tout à fait d'accord avec Caroline. Rien à ajouter. Parfait. Alors, Mme Annie-Claude Luneau? Je voulais parler du transport de résidents vers les lieux de vaccination. Vous nous avez donné les chiffres là, pour les RPA. De ce que je comprends, ces gens-là ont dû être transportés vers le lieu de vaccination, bien souvent à plusieurs dans un véhicule, dans un taxi, par exemple. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on ne craint pas de joindre des personnes à risque ensemble dans un même véhicule? Bon, écoutez, tu pourras compléter, Nicole, mais à ma connaissance, moi, vous avez des informations hautes, là, à ma connaissance, ce sont des personnes autonomes qui peuvent se déplacer par eux autres mêmes, qui sont venus se faire vacciner à P12, parce qu'on ne pouvait pas aller vers eux, parce que le vaccin de Pfizer, malheureusement, on ne pouvait pas le déplacer. Alors, comme il faisait partie de la catégorie 3, rang 3, alors on a sollicité les personnes autonomes de ces résidences-là à venir se faire vacciner sur place. Maintenant, en espérant qu'ils ont respecté les consignes sanitaires pour les déplacements, écoutez, je n'ai pas entendu là, qu'il y avait eu des transports style vanette avec 6-7 personnes. Mais écoutez, là, tout est possible. Je ne sais pas si Dr. Bouchard, vous avez des informations supplémentaires à ce sujet. Là. Je n'ai rien à ajouter. OK, bien, en fait, je sais de source sûre que ça s'est passé comme ça, mais on posera peut-être les questions à d'autres entités. On verra si en espérant qu'il n'y ait personne porteur du virus dans le transport et qu'il ait porté quand même des masques, etc. Là. Merci, M. Laferrière. Oui, plutôt vous avez parlé d'une période d'incubation, puis même après le virus, un certain nombre de jours avant que un peu le vaccin fasse effet. Est-ce qu'il y a un protocole pour les travailleurs de la santé qui, un coup qu'ils ont reçu le vaccin, ils ont une semaine ou un certain nombre de jours de congé pour bien recueillir le vaccin avant de retourner au travail? Ou... Non, finalement, les gens qui sont vaccinés doivent continuer d'appliquer les mêmes mesures qu'elles appliquaient juste avant d'être vaccinés. Donc, elles doivent continuer même après les 14 jours après avoir reçu leur première dose. On l'a dit à quelques reprises, il faut vraiment, vraiment ne pas relâcher les mesures. C'est très important de ne pas compter sur le vaccin. C'est sûr qu'il est très efficace à 14 jours après la première dose, mais on ne sait pas s'il y a une protection contre les infections sans symptômes. On ne sait pas si on tombe dans le 92 % ou dans le 8 % qui n'a pas répondu. Donc, pour toutes ces raisons-là, en particulier les travailleurs de la santé qui voient de la clientèle, il faut qu'ils continuent d'appliquer les mêmes précautions qu'ils appliquaient avant de recevoir le vaccin. Mais un travailleur de la santé peut travailler le lendemain qu'il a reçu le vaccin, puis il n'y a pas plus de danger pour lui de contracter le virus ou de le donner, peu importe. Non, effectivement. S'il l'a attrapé autrement, c'est sûr que ce n'est pas le vaccin qui va le rendre contagieux de la COVID. On l'a dit, il n'y a pas de virus vivant ou atténué ou tué dans le vaccin, donc on ne peut pas causer la COVID. Mais c'est sûr que parallèlement à la vaccination, le travailleur de la santé pourrait contracter l'infection, mais il doit, avant comme après la vaccination, toujours appliquer les mêmes mesures à l'hôpital pour protéger la clientèle. Merci. Une autre question du public. Est-ce que les patients qui sont des usagers réguliers des soins oncologiques font partie des groupes prioritaires? Si oui, duquel? Ils vont faire partie, à l'heure actuelle, quand on regarde les groupes prioritaires, ça dépend de leur âge. S'ils ont plus que 60 ans, bon, ils vont rentrer dans le groupe selon l'âge. Puis, selon la condition médicale, c'est tous les moins de 60 ans, les adultes de moins de 60 ans qui ont des maladies chroniques. Pour l'instant, ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas dans
dans un établissement comme un CHSLD ou une résidence privée pour aînés, bien, les gens vont avoir leur tour lorsque l'indication va venir. Mais ce n'est pas dans les priorités, dans les premières priorités. Merci beaucoup. Alors, je ne vois plus d'autres questions à l'écran. Ça compléterait le point de presse. Je vous rappelle que le point de presse hebdomadaire de ce jeudi 15h est maintenu pour faire l'état de situation épidémiologique. Alors, sur ce, merci encore énormément à tous d'avoir été présents et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, point de presse. Alors voilà, point de presse qui se termine. Donc, des réponses à certaines questions en lien avec cette vaccination-là. Et ce que je disais donc en début de point de presse, c'est qu'on a eu un petit brefage technique avant cette présentation de point de presse. On nous expliquait un peu les étapes du vaccin que je vous rappelle. Donc, plusieurs étapes. La première qui était de découvrir, caractériser la menace en tant que telle, c'est-à-dire la COVID-19. Ensuite, les études précliniques sont réalisées sur des animaux pour ensuite mener vers des études cliniques chez l'humain. Et l'homologation, du vaccin qui s'est faite entre autres chez Pfizer et chez Moderna dans les dernières semaines. On rappelle que le Canada avait précommandé, 7 types de vaccins. Il y en a qui sont à différentes périodes en ce moment. Là, on n'est pas rendu au même endroit pour chacun des vaccins. Seulement ceux de Pfizer et Moderna ont été approuvés. Et les études se poursuivent, même si les vaccins sont sur le marché, donc de Pfizer et Moderna, puisqu'on veut s'assurer qu'on n'ait pas oublié quelque chose, qu'il n'y ait pas un type de réaction qui soit causé, qui n'avait pas été observé durant les études cliniques. De ce côté-là. Pourquoi ça a été si rapide? On nous expliquait que, il y avait des programmes de recherche déjà existants qui se sont joints à la recherche pour faire avancer rapidement ce vaccin-là. Collaboration internationale également qui a été très inédite. On le sait, la communauté scientifique de partout dans le monde s'est impliquée dans ce dossier-là. Le financement aussi a été relativement facile à trouver. Et ça a été assez facile de trouver des volontaires pour tester ces vaccins-là, c'est ce qu'on nous disait. Et il faut dire que chacun des manufacturiers, entre autres Pfizer et Moderna, ont fait chevaucher certaines étapes pour accélérer. Les approbations ont bien évidemment été accélérées par les différents organismes d'approbation, entre autres Santé Canada, mais la fabrication avait déjà été amorcée avant même que l'étude clinique soit terminée. Pourquoi? Parce que Pfizer et Moderna se sentaient assez solides pour aller de l'avant avec la fabrication de ces vaccins-là, c'est ce qu'on nous expliquait. Pour ce qui est de l'efficacité, 14 jours après la première dose, on parle de 92% environ pour les vaccins qui sont disponibles en ce moment, et 7 jours après la deuxième, 95% d'efficacité. On ne sait pas présentement si ce vaccin contre la COVID-19 pourra prévenir les personnes asymptomatiques de contracter la maladie et de la redonner. On ne sait pas l'effet que ça aura sur ceux qui sont asymptomatiques de cette maladie-là. L'incubation moyenne de son côté de la COVID-19, 5 à 6 jours en moyenne. La réponse au vaccin de 10 à 14 jours pour montrer une réponse immunitaire en ce moment avec les vaccins, de Pfizer et Moderna. Effet indésirable, on nous disait entre autres de la douleur au site d'injection. C'est un peu la même chose que le vaccin pour l'influenza. Fatigue, mal de tête, fièvre, frisson, douleur musculaire, ganglion enflé sous le bras qui a été vacciné. Ce sont des effets secondaires que l'on retrouve dans plusieurs vaccins qui sont déjà sur le marché. Bien souvent, quand on se rend à la vaccination, entre autres contre l'influenza, on se faisait parler de ces effets secondaires-là. Donc, ce sont des effets qui peuvent se retrouver également du côté du vaccin de la COVID-19. Alors voilà, ça fait le tour pour ce point de presse aujourd'hui. On vous rappelle évidemment que le point de presse sur la situation épidémiologique en Abitibi-Témiscamingue aura lieu jeudi 15h. On vous présentera ça sur les pages Facebook de Médiaté et Médiaté Télé. Ce sera également en rediffusion sur les ondes de Médiaté Télé. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.